et merci d'être avec nous sur RTC en Provence pour ce premier numéro du JT hebdomadaire de 2018. Donc au sommaire cette semaine, cette nouvelle année sera ponctuée par les événements sportifs et notamment les Jeux Olympiques d'hiver qui se tiendront en Corée du Sud cette année et qui ont déjà fait beaucoup parler d'eux. Nous reviendrons dans cette édition sur les enjeux posés par une telle manifestation. International toujours, la question syrienne continue de diviser, mais le dirigeant russe Vladimir Poutine semble décidé à faire avancer la situation en organisant un congrès de la paix. Alors, véritable espoir de sortie de crise ou énième sommet en vain, Anouk Amp nous éclairera sur cette situation. Nous reviendrons dans cette édition sur un autre enjeu majeur de cette nouvelle année, la question des agressions sexuelles et ce nouveau concept de liberté d'importuner qui a récemment fait couler beaucoup d'encre. Enfin, nous terminerons avec cette information insolite d'une application de jogging qui menacerait la sécurité des bases militaires. Mais pour commencer, un des événements majeurs de cette nouvelle année, les Jeux Olympiques d'hiver qui se tiendront en Corée du Sud courant février, ont déjà fait beaucoup parler d'eux. Entre les négociations entre Séoul et Pyongyang et l'exclusion d'un certain nombre de sportifs russes pour des raisons de dopage organisé, que faut-il vraiment retenir de ces derniers rebondissements? Louis Brault est ici pour nous en dire plus. Bonsoir Louis. Bonsoir Adèle, comme vous le savez sans doute, les Jeux Olympiques de Pyeongchang vont commencer le 9 février prochain. Et il y a eu déjà de nombreux rebondissements, notamment sur la scène internationale. Suite à de nombreuses négociations, les valeurs de l'olympisme ont encore frappé. Les deux Corées défileront donc ensemble lors de ces Jeux Olympiques. Pourquoi est-ce historique? Premièrement, parce qu'on se souvient, pour les plus vieux d'entre nous, que la Corée du Nord avait déjà boycotté les Jeux Olympiques de Séoul en 1988. La Corée du Nord ne participe pas toujours aux Jeux Olympiques d'hiver. Sur les 12 dernières éditions des Jeux Olympiques d'hiver, la Corée du Nord n'en a pris par cassette. La dernière fois, c'était en 2010 aux Jeux Olympiques de Vancouver. À l'heure où le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis semblaient se préparer à une guerre face à la Corée du Nord, c'est un grand pas en avant. Voilà. Alors, est-ce déjà arrivé? J'ai envie de vous répondre oui. C'est déjà arrivé en 2000 lors des Jeux Olympiques de Sydney, mais aussi en 2004 à Athènes et pour finir en 2006 à Turin. Néanmoins, ces rapprochements, grâce aux Jeux Olympiques, avaient déjà eu lieu sous l'égide de Kim Jong-il, et donc c'est la première fois que cela se passe sous le règne de Kim Jong-un, qui, rappelons-le, ne cesse d'enchaîner les provocations face aux différentes puissances. Concrètement, outre le fait de défiler ensemble lors de la traditionnelle cérémonie d'ouverture, 22 athlètes nord-coréens vont prendre part à la compétition. Ils seront accompagnés à la fois de représentants des médias, mais aussi de représentants du régime de Pyongyang. Pour la première fois de l'histoire, une équipe va même être composée des deux États qui vont travailler ensemble dans la même catégorie, et il s'agit du hockey sur glace féminin. Les athlètes seront également libres de rencontrer leurs pairs au sein du village olympique, et on peut y voir une première forme d'ouverture pour ces sportifs qui quittent pour beaucoup leur pays pour la première fois. Merci Louis. International toujours, bien loin de la cohésion mondiale représentée par les Jeux Olympiques, le conflit syrien s'éternise et continue de diviser alliances politiques et militaires. Face à l'inertie des organisations internationales, Vladimir Poutine tente à son tour d'organiser la résolution du conflit en organisant un sommet pour la paix. Peut-on réellement y voir un espoir de conciliation? Anouk Amp est venue nous en parler. Bonsoir Anouk. Bonsoir Adèle. En effet, après l'échec des pourparlers viennois entre les autorités syriennes et l'opposition du 25 janvier, les 29 et 30 janvier 2018 s'est tenu le Congrès national syrien ou Congrès pour la paix, organisé par la Russie et en coopération avec les États turcs et iraniens. Ainsi, après avoir lancé près de 1600 invitations, le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a reçu les dirigeants de tout horizon à Sochi, la station balnéaire, pour traiter de la question syrienne et d'un potentiel accord de paix. Problème, suite à la reprise des offensives turques à Afrin, ni les Kurdes ni les Syriens ou l'opposition ne sont décidés à venir. Ils accusent Moscou de les avoir abandonnés face à Ankara. En guise de soutien, le Quai d'Orsay et les États-Unis ont soutenu cette décision en ne venant pas à ce congrès. Enfin, le dernier espoir de Vladimir Poutine de réunir tous les acteurs du conflit syrien et de s'affirmer comme un pacificateur sur la scène internationale s'est envolé lorsque sont atterris les rebelles syriens et qu'ils ont fait face au drapeau du gouvernement de Bachar el-Assad et non à leur bannière qui était pourtant une des conditions de leur venue. Ainsi, leur séjour a coupé court puisqu'ils ne sont même pas sortis du terminal et sont retournés en Syrie. Cette conférence devait porter sur la future constitution syrienne prévue par la résolution de décembre 2016 de la Convention de Genève. Ainsi, la question du sort de Bachar el-Assad semble avoir été soigneusement évincée par les autorités russes, et le dialogue s'est achevé sur un appel à l'organisation d'élections démocratiques, mais sans tenir compte évidemment des demandes de l'opposition. Cela annonce concrète la mise en place d'un comité qui se penchera sur l'élaboration d'une nouvelle constitution syrienne, mais trop peu d'avancement encore.
Merci Anouk. Sans transition, fait de société à présent. Après l'affaire Weinstein et le phénomène MeToo, l'année 2017 a été marquée par la réémergence de la question du harcèlement sexuel, mettant au monde un nouveau concept, celui de liberté d'importuner. Comment traiter le harcèlement de rue dans un contexte où le machisme peine à disparaître? C'est Jean-Baptiste. Comment traiter le harcèlement de rue dans un contexte où le machisme... dans un contexte où le machisme... Comment traiter le harcèlement de rue dans un contexte où le machisme peine à disparaître? C'est Jean-Baptiste Butez qui est venu nous en parler. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Adèle. L'année 2018 s'inscrit dans la continuité de l'année 2017 avec un tremblement de terre aux États-Unis dans le milieu de la gym. L'omerta a été levée sur des abus sexuels et des agressions. En France, c'est la liberté d'importuner, avec un manifeste signé par Catherine Deneuve et 100 autres femmes qui vient relancer le débat une nouvelle fois sur la limite entre séduction et harcèlement. Plus récemment, c'est un article de Blandine Grosjean du Monde qui vient faire la lumière sur la différence entre consentement et viol. Blandine Grosjean parle d'une zone grise dont l'existence serait remise en cause aujourd'hui par une génération de femmes dont la parole se libère. Finalement, c'est le mouvement WeToo lancé par des femmes à l'encontre des hommes pour les encourager à soutenir le mouvement de libération de la parole des femmes qui doit être repris, lui aussi, par la parole des hommes. Merci Jean-Baptiste. Sans transition, les bases militaires américaines sont-elles vraiment sécurisées? C'est la question que pose une application de jogging utilisée par des milliers de coureurs qui risque de faire fuiter des informations confidentielles sur les zones militaires nationales. Alors, information insolite ou réel danger, Roxane Andrieux vient nous en parler. Bonsoir Roxane. Bonsoir Adèle. Alors oui, effectivement, on peut se demander au premier abord de quoi s'agit cette photo. C'est en fait la trajectoire de jogging de soldats d'une base américaine en Libye. C'est un retournement de situation inhabituel et ironique. Il s'agit d'une application, Strava, qui permet l'analyse de trajectoires de jogging et qui a sorti en septembre 2017 une carte mondiale de ses millions d'utilisateurs. Mais ce n'est qu'en janvier que certains utilisateurs ont remarqué des zones d'activité inhabituelles. Il s'agirait en fait de bases américaines en Irak et de positions françaises au Niger. Le problème donc, c'est qu'énormément de militaires utilisent cette application et que leur trajectoire converge vers un point central, qui pourrait représenter l'emplacement de base. Cela représente donc une véritable vulnérabilité pour les troupes sur le terrain. On peut ici voir la base française de Madama au Niger, qu'on reconnaît en quelques secondes. Le ministère de la Défense américaine a réagi et prend la situation très au sérieux. Il veut déterminer si de nouvelles règles doivent être mises en place. C'est un étudiant qui a lancé l'alerte en voyant de curieuses traces au milieu du désert. Plus largement, cette véritable affaire pose la question de la géolocalisation de nos parcours et de leur utilisation, alors que la technologie qui semble si amicale et simplifier notre vie prend petit à petit plus de place. Merci Roxane et merci à tous d'avoir suivi ce journal. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous espérons vous revoir la semaine prochaine.